Amis lectrices, amis lecteurs, bien le bonsoir et merci d'être à nouveau parmi nous, avec nous. Notre invitée de ce soir, Linda Schuiten. Bonsoir Linda Schuiten. Bonsoir Monsieur Sayer, merci pour l'invitation. Merci encore à vous. Et nous allons parler de votre dernier roman qui s'intitule Le roman des pauvres cheveux et c'est paru aux éditions El Kalima. Tout à fait. Mais avant de commencer à déviser sur votre roman, Linda Schuiten, je vois en quatrième de couverture que vous avez commis l'énorme péché d'écrire d'autres ouvrages bien avant celui-ci. Eh oui, ça n'est... Mais où sont-ils? En fait, ils n'ont pas été publiés en Algérie. Ils ne sont malheureusement pas disponibles en Algérie. Le premier a été publié aux États-Unis et le deuxième en Grande-Bretagne. En langue américaine? En anglais, oui. En anglais. Et le deuxième aussi. Oui. Et le deuxième est publié en Grande-Bretagne. Donc les deux ne sont pas disponibles en Algérie, malheureusement. Et non traduits? Voilà. Non traduits, pour le moment. Les titres? Alors, le premier s'intitule Isabelle Eberhard and North Africa, A Carnivalesque Mirage. Isabelle Eberhard? Oui. Isabelle Eberhard et l'Afrique du Nord. Oui. Voilà. Donc c'est un essai plutôt? Oui, c'est une étude critique. D'accord. En fait, c'est ma thèse de doctorat que j'ai retravaillée. Ah, parfait. Voilà, pour être exact. Et le deuxième est un ouvrage collectif. Voilà, portant sur le concept de l'autorité. Donc là, c'est bilingue. Il y a des articles en anglais, en langue anglaise, et il y a des articles en langue française. D'accord. Voilà. J'espère que ces deux ouvrages vont être traduits et surtout édités et diffusés en notre beau pays. Oui, ça serait bien, effectivement. Ce serait bien. Donc, le premier en particulier, parce qu'Isabelle Eberhard est quand même liée à l'Algérie. Oui. Même s'il y a eu pas mal d'ouvrages sur Isabelle Eberhard. Celui-là est différent. Celui-là est différent. Parce que il en faut. La plupart des ouvrages sur Isabelle Eberhard sont des biographies, en fait. Oui. Ça parle de sa vie. Moi, j'ai essayé de mettre l'accent sur ses œuvres. Sur ses écrits. Sur ses écrits. Voilà. Et tu vois, parce qu'on oublie souvent qu'elle a écrit. Absolument. On considère souvent que son œuvre est moins importante que sa vie. Elle n'a pas écrit seulement des ouvrages ou des essais anthropologiques. Elle a écrit aussi des ouvrages poétiques, absolument, deux romans, des nouvelles. C'est dommage qu'on ne parle pas beaucoup. Il y a peu de critiques là-dessus. Absolument. Même dans les films qui ont été faits autour de sa vie, on ne parle pas très peu d'Isabelle Eberhard comme écrivain. Absolument, c'est ça. Alors, revenons à votre roman, si vous le voulez bien, le roman des pauvres cheveux. Je vous le dis tout de go, la Schuiten. J'ai été éberlué, fasciné. J'ai lu votre roman avec plus que du plaisir. Ah ben merci. Ah oui, très très franchement, parce que j'adore ce type de romans qui ne sont pas d'ordre simplement narratif de la vie quotidienne ou je dirais presque sociologique. Quelquefois on arrive même à des romans anthropologiques. On vous décrit pendant 50 pages une circoncision ou un mariage. Bon. Ouais. Alors que là, vous êtes complètement parti dans ce que je dirais une sorte de roman métaphorique. Voilà, absolument. Complètement, à la limite du fantastique. Voilà. Et d'ailleurs, vous citez un ouvrage fantastique qui est La Métamorphose de Kafka à un moment donné. Oui. C'est souligné, c'est pas surligné, c'est souligné. Absolument. Mais d'autres également. Alors, comment aborder ce roman? J'ai eu beaucoup de difficultés parce que je me suis dit, bon, au départ, on se dit, bon, ça commence dans un village, en Kabylie. Donc on se dit, bon, ça va être une chronique villageoise avec Outoudet, qui est un gars pas très clair dans sa vie. On va suivre ce personnage principal. Loin, on s'en fout. Loin, s'en fout. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. On va suivre qui? En fait, le village en question, le village dont vous parlez, qui s'appelle Irfouthouders, justement, n'est pas un village ordinaire, puisqu'il s'agit tout simplement de la tête d'un jeune homme qui s'appelle Outhoudert. Et donc le village, c'est le village d'un cheveu, de pauvres cheveux, justement. C'est le village dont est issu pauvres cheveux. Voilà. Et c'est là donc il y a d'autres cheveux aussi. Absolument, il y a d'autres cheveux. La population, sa vie, normalement. Absolument. Et d'autres villages aussi, de villages, j'allais
j'allais dire des villages capillaires aussi. Oui. Et il y a Chouchantaous, il y a Teta Louisa, etc., qui sont tous des noms de villages où vivent des cheveux. Et ces cheveux-là ont leur propre... C'est des mini-mondes. C'est des mini-mondes où il y a des aventures, où il y a des élections, où il y a des... Voilà, tout à fait. Il y a des comités. Il y a une vie communautaire. Il y a une vie communautaire, absolument, comme dans les villages humains. Ces cheveux, donc, ont aussi des sentiments. Bon, même si par la suite, dans votre roman, on voit bien qu'ils sont toujours assez étonnés de la nature humaine et des sentiments humains. Oui. Enfin, quand même, ils ont des rapports qui sont très proches au niveau social, au niveau, je dirais, rapport humain. Absolument. Comme si c'était une vraie vie, je dirais. Absolument, oui. Mais ils ont d'autres philosophies. Ils ont une autre façon de voir les choses. Ils ont une autre façon de voir les choses. Leur vie est quand même plus simple que celle des humains. Ouais. Ils disent souvent qu'ils ne philosophent pas beaucoup. Ils disent Pauvre Cheveux dit un cheveu ne philosophe pas beaucoup, contrairement aux autres humains. Sauf un ou deux, quand même. En fait, il philosophe beaucoup plus qu'il ne pense. Il dit souvent, je ne suis pas malin, je considère un petit peu comme un simple d'esprit, un petit peu, mais il est beaucoup plus malin, il philosophe et beaucoup plus qu'il ne le pense lui-même. Et il arrive quelquefois à certaines vérités philosophiques assez profondes quand même. Mais lui-même ne se prend pas au sérieux. Et c'est là la différence entre un cheveu et un être humain. Parce qu'un être humain, voilà, plein de ça. Oui, il y a une sorte de vanité. Absolument, plein de vanité. Voilà, il a une idée disproportionnée, peut-être de sa propre importance, ce qui n'est pas le cas du cheveu. Voilà. Il y a une vie sociale qui s'organise sur la tête. Donc, voilà. de plusieurs personnes, de plusieurs personnages qui sont eux des êtres humains, sauf à un moment donné où là on arrive presque à une sorte de délire métaphorique, puisqu'un être humain se transforme en une sorte de cancrelat, une sorte de cloporte qu'il rencontre près d'une poubelle. Oui, mais ça, c'est le roman de Kafka, justement. Oui, c'est la métamorphose. C'est ce qui se passe dans la métamorphose. Donc là, l'idée n'est pas la mienne. Ouais. Je fais un clin d'œil au roman de Kafka, justement, où là, on retrouve justement Grégor, le fameux Grégor Samsa, le célèbre personnage Grégor Samsa, qui un beau jour se réveille pour découvrir qu'il s'est transformé en une sorte d'insecte monstrueux. Et c'est ce qui se passe, c'est cet insecte-là, ce Grégor Samsa-là, que Pauvre Cheveux et son ami Anzaz rencontrent. Et bien sûr, au début, il cherche à le convaincre. Il cherche à les convaincre qu'il s'agit bien de Grégor, le fameux travailleur tchèque qui s'est transformé fonctionnaire tchèque qui s'est transformé en insecte. Mais bien sûr, Anzaz en particulier ne le croit pas. Et il s'acharne sur lui avec une violence inouïe, voilà, assez déconcertante, ce qui démontre bien que la violence, le mal, est un petit peu alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, on va voir après un petit peu plus dans le détail, mais ils s'humanisent, mais ils ont peur justement, en s'humanisant, de prendre tout ce qui peut être comme défaut des humains. Alors, fanfaronnade, vanité, bon, il n'y a pas la cupidité parce qu'il n'y a pas de système d'argent. Il n'y a pas d'argent, voilà. C'est une sorte de communisme primitif. Il n'y a pas de propriété privée. Il n'y a pas de propriété privée, c'est une sorte de communisme primitif. Voilà. Mais, par exemple, il y a un très beau moment où, entre Anzad et un autre personnage, ils en viennent presque, entre guillemets, aux mains. Et puis il dit, comment un cheveu ne peut pas être violent ou tuer un autre cheveu, c'est pas possible. Absolument. Il dit, on arrive... c'est un incident sans précédent et il dit on arrive à une humanisation sans jamais vue. Enfin, qu'est-ce que c'est ? Une humanisation sans précédent de l'être capillaire. Pourquoi ? Parce que Anzaz, justement, était sur le point de s'attaquer à un autre cheveu, Frisette. Voilà. Il dit donc, voilà, on est en train d'assister à un cheveu qui non seulement s'attaque à un autre cheveu, mais un cheveu mâle, entre guillemets, qui s'attaque à un cheveu femelle. Voilà, et donc là, c'est une humanisation un peu plus dramatique du cheveu. Et voilà, donc effectivement, ces cheveux-là ne sont pas, ne sont pas exempts de toute tentation du mal. Eux aussi
peuvent, à plusieurs reprises, ils font preuve de violence et aussi d'autres formes de vanité, par exemple. Ou de sentimentalisme aussi. De sentimentalisme. Donc, ils sont beaucoup plus anthropomorphiques qu'ils ne le réalisent. Voilà. Et ces cheveux-là qui passent leur temps à dire « nous, on est différents des humains, on n'a pas leurs défauts, etc. » En fin de compte, ils sont beaucoup moins naïfs, beaucoup moins inoffensifs, qu'ils ne se rendent compte. Et là, c'est une réflexion un petit peu sur ce que je disais il y a quelques secondes, sur l'universalité du mal, sur le caractère universel du mal. Donc, il n'y a pas de manichéisme dans ce roman. Voilà. Alors, vous reprenez l'idée de Hannah Arendt, l'origine du mal. Oui. Enfin, Hannah Arendt dit quelque chose de différent, parce qu'Hannah Arendt, si je me souviens bien, elle associe le mal à l'ignorance. La banalité du mal, c'est l'ignorance, en quelque sorte. Et là, oui, ça s'applique un petit peu, puisque généralement, malheureusement, dans l'ignorance, le les mal cheveux aussi. a bien souvent son origine sur l'ignorance. Absolument. Et l'intolérance. Tout à fait. Voilà. Mais le point sur lequel j'insiste ici, c'est beaucoup plus le côté universel du mal. C'est-à-dire que souvent dans les romans, on va dire beaucoup plus, je ne sais pas comment les définir, plus traditionnels, plus classiques. Réaliste, je ne suis pas sûre. Je vais dire didactique. Il y a une littérature didactique où les personnages se répartissent, se divisent en personnages bons et en personnages... Oui, il y a les héros positifs. Absolument. Et puis, les antagonistes, les méchants. Il y a les bons et les méchants, pour dire les choses de façon simple. Il faut bien les signaler. Voilà, mais ce n'est pas le cas dans ce roman-là. Non, du tout. Voilà, tout le monde, il y a un potentiel de méchanceté en chaque créature, qu'elle soit humaine ou pas. Et il y a aussi une aptitude à... Voilà, il y a en chacun de nous. Il y a un côté un peu plus solaire quand même dans certains personnages. Voilà. Alors, je me suis posé la question, est-ce que c'est parce qu'à un moment donné, tous ces personnages capillaires, j'entends, c'est-à-dire Nzad, Pauvre Cheveux, hein, il s'appelle comme ça, on lui a donné ce nom de Pauvre Cheveux. Oui. Frisette ou d'autres, les Messieurs. Le Messieurs, voilà. Est-ce que c'est parce qu'à un moment donné, ils se rapprochent, malheureusement pour eux, hein, de ce qui peut être justement se concentrer entre le mal et le bien de l'être humain. Hein. On ne sait jamais à quel moment c'est le côté noir, sombre qui va l'emporter, ou le côté plutôt lumière qui va l'emporter. C'est parce que tous ces personnages capillaires sont déracinés. Oui, c'est vrai. Ils ne sont plus là où ils devraient être, c'est-à-dire sur la tête avec les autres. Ils disent, bon, on est tombé parce que, bon, soit on nous a rasés, soit parce que il y a eu chute de cheveux, tout simplement, hein, ou parce que on a employé des armes bactériologiques et chimiques pour s'en débarrasser. Comme le séchoir, comme tout à fait. La coloration des cheveux. Oui, absolument, c'est ça. Voilà. J'aimais bien ce côté. Bon, il y a une sorte de bombardement avec des armes chimiques. Des armes chimiques. Absolument. Voilà. Contre alors que bon, le cheveu naturel, et puis lui, Pauvre Cheveux, il est un peu triste parce que il a poussé sur les cheveux de Outudert, et puis il est tout crépu, tout frisé, tout noir, voilà. Donc il se trouve pas spécialement beau. Absolument. En fait, Outudert, c'est Outudert qui lui a appris à ne pas s'aimer. Outudert avait un petit peu honte de ses cheveux. C'est pour ça que soit il les rasait, soit il les arrosait de gel, soit etc. D'ailleurs, le Pauvre Cheveux répète que Outudert avait honte de nous. Il disait sans cesse que c'était sa faute s'il n'était pas suffisamment beau, etc. Donc, c'est des cheveux à qui on répète constamment qu'ils sont moches, qu'ils sont pas beaux, qu'ils sont
Et ils intériorisent ça. Ils intériorisent ça. Ces discours aussi, malheureusement, humains, où on dit, bon, ce qui est beau, etc., c'est la belle race aryenne, le blond aux yeux clairs, avec des beaux cheveux blonds, etc. Puis celui qui est vilain, c'est celui qui a les cheveux crépus et qui a le teint mat. Absolument. D'ailleurs, le racisme est très présent. Le thème du racisme est très présent dans le roman. Et justement, le cas d'Outoudert, le cas de Pauvre Cheveux, ça illustre, vous parliez du côté métaphorique du roman, ça c'est un exemple de ce côté métaphorique, de ce côté-là. C'est-à-dire que ces pauvres cheveux qu'on méprise, ce sont un petit peu tous les êtres humains qu'on méprise justement parce qu'ils n'ont pas l'apparence qu'il faut, c'est le délit de faciès par exemple, ou bien c'est le délit de faciès, c'est les gens qui ne sont pas comme il faut, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ne donnent pas satisfaction, soit au niveau de leur apparence, soit au niveau de leur façon de réfléchir, soit etc. Ils ne sont pas dans la normalité. Ils ne sont pas dans ce qu'on considère être la normalité, effectivement. Et voilà, ça peut être, par exemple, une question de racisme. Ouais. Il y a effectivement des races à qui on a appris, là, il y a aussi, vous parliez de l'allusion à Kafka, il y a aussi une allusion à Fanon, puisqu'on parle des damnés de la Terre. Et justement... à un moment donné, vous le citez, hein, les damnés de la Terre. Absolument, je le sais, c'est ce que je disais. Voilà, une allusion, enfin non, je ne mentionne pas le nom Fanon, mais j'utilise l'expression damnés de la Terre. Et Pauvre Cheveux, et tous les Irfois, ce sont les damnés de la terre. Et les cheveux en général sont les damnés de la terre. Ce sont ces êtres-là qu'on méprise parce qu'on considère comme inférieurs. C'est les damnés de la tête. Aussi, très bon jeu de mots, voilà, effectivement, c'est les damnés de la tête. Exact. Il y a un pauvre cheveux là, qui va avoir après toute une histoire. C'est Frisette, mais elle, au départ, elle est née après coup, mais voilà-t-il pas qu'on se fiche d'une pauvre jeune fille, au demeurant qui ne correspondait pas là aussi au canon de la beauté. Hein. Oui. Elle était grande et... Trop grande, maigre, rousse. Voilà. Ça ne correspondait pas. Et terrible, elle était rouquine. Absolument. Alors, on lui dit, qu'est-ce que c'est que ces cheveux, les rouquins portent malheur. Absolument. Voilà. Absolument. Ce qui est vrai, hein, c'est malheureusement, ça existe encore. Ça existe. Ça existe. Vis-à-vis des rouquins. Voilà, et elle, cette pauvre fille, tout le monde se fiche d'elle en lui disant qu'est-ce que c'est que ces cheveux roux, alors qu'elle a des cheveux magnifiques, flamboyants. Absolument, une riche chevelure flamboyante. Oui, mais ça nous brûle les yeux presque. Voilà. En fait, justement, on était en train de parler du sujet du racisme. Le cas de Louisa, puisqu'elle s'appelle Louisa, cette jeune femme dont vous êtes en train de parler, est une autre illustration de ce thème-là, puisque justement, ça illustre en même temps cette idée de l'universalité du mal dont je parlais également, puisqu'elle est rousse, effectivement, ses cheveux sont roux, et il se trouve qu'elle était la copine d'Outoudert à un certain moment. Au début du roman, il est encore jeune, il est encore lycéen, et c'est l'une de ses premières conquêtes. Et voilà, les Irfois, ils avaient une peur bleue de ses cheveux roux. Ils avaient peur d'en être contaminés. Pourtant, c'est des cheveux comme si c'était la lèpre. Absolument. Et au lieu d'avoir de la solidarité, de la compassion pour ces cheveux roux, qui sont des frères, qui sont des cheveux comme eux, ils en avaient peur et ils cherchaient par tous les moyens à éloigner Louisa, donc cette rousse, d'Outoudert. Et quand finalement elle finit par avoir honte de ses cheveux et qu'elle décide de les teindre, ils sont contents, ils font la fête à Irf. Oui. Enfin, on est débarrassé. Vive Louisa, enfin, elle nous a débarrassé de ses cheveux roux-là. Et bien sûr, cette peur des roux, cette peur de l'autre, de ce qui est différent, c'est une illustration du racisme également, encore une fois. Votre histoire me rappelle un très beau film, je ne sais pas si vous l'avez vu, de Joseph Losey, qui s'appelle Le garçon aux cheveux verts. Non, je ne l'ai jamais vu. Je n'en ai jamais entendu parler. C'est une histoire tout à fait simple. C'est un petit garçon, mais il a des cheveux verts. Et tout le monde, évidemment, le rejette parce qu'il a des cheveux
cheveux verts. Voilà. Pourquoi il a-t-il des cheveux verts? Et c'est très intéressant parce que justement, en fait, l'histoire des cheveux en général, oui, c'est à peu près la même histoire que les cheveux de Louisa. Ils se plaignent constamment d'être méprisés parce qu'ils sont différents, parce qu'ils ne sont pas humains. L'être humain les regarde de haut, l'être humain les maltraite. Et au final, ils sont capables de faire preuve d'autant de méchanceté que l'humain, même l'autre, même celui qui est marginalisé, même celui qui est opprimé, etc., il ne fait pas forcément plus preuve de compassion envers les autres, envers ceux qui sont aussi marginalisés que lui. C'est-à-dire qu'a priori, on s'attend à ce que lui soit plus compréhensif, fasse preuve de compassion vis-à-vis de ceux qui subissent le même sort que lui, mais ce n'est pas forcément le cas. En fait, celui qui subit une méchanceté est bizarrement capable de reproduire cette méchanceté envers d'autres. Et c'est ça que l'exemple, l'attitude des Irfans envers les cheveux de Louisa nous montre. Voilà. Linda Schwitten, est-ce que vous aviez conscience, quand vous avez écrit ce roman, qu'il y a deux choses qu'on retrouve officiellement dans les discours des groupes ou des partis les plus fascisants depuis que l'histoire de l'humanité a existé? Il y a deux choses sur lesquelles ils restent totalement fixés. La première des choses, c'est la couleur de peau. C'est-à-dire, vous êtes noir, vous êtes jaune, vous êtes je sais pas quoi, vous êtes blanc, etc. Et tout ça. Et la deuxième chose, incroyablement, quand vous lisez des textes par exemple, du Ku Klux Klan aux États-Unis ou des partis néo-nazis, etc. et tout ça, c'est les cheveux. C'est-à-dire, si le cheveu est crépus, etc. Oui, ça va ensemble. Oui, mais c'est très marrant. C'est pas sur une autre partie du corps ou autre chose. C'est la couleur de peau. C'est même pas la beauté ou la laideur du visage ou même la couleur des yeux ou quoi que ce soit. C'est principalement les cheveux et la couleur de peau. C'est quand même assez étrange. Oui, absolument. D'ailleurs, Peaucheveux dit à un certain moment dans le roman, on tient, c'est-à-dire on a une place très importante dans la vie d'un être humain. C'est-à-dire sa façon de réfléchir, son état de santé, son état psychologique, tout ça est intimement lié aux cheveux. Tout ça se reflète à travers ses cheveux. Et bon, lui, il dit ça dans un autre contexte, pas en parlant de racisme ou de fascisme. Non. Il dit quand un être humain se porte bien, quand il est épanoui, quand il est heureux, ses cheveux, ça se voit au niveau de ses cheveux. Ils sont beaux, sont épanouis également, etc. Et quand un cheveu est triste, enfin l'être humain est triste, cela se reflète également au niveau des cheveux. Il y a bien cette expression. Il a le cheveu triste. Surtout quand on parle des femmes. Tu as remarqué, elle a le cheveu triste. Ah, je ne connais pas cette expression. Vous ne connaissez pas cette expression? Là, je ne connais pas. C'est une expression très typique. Ça veut dire que elle est triste, elle n'est pas avec cette crinière de lion. Elle n'est pas rayonnante, elle n'est pas... D'accord, elle a les cheveux luisants, etc. Alors, non, très franchement, ça fait très longtemps que je n'ai pas lu un roman aussi plaisant, parce qu'en plus, c'est en dehors d'être très très bien écrit, il y a ce côté sarcastique, à la limite de, je dirais presque, on est dans l'humour noir, souvent. Quelquefois, oui. Pas que quelquefois. Plus que ça, d'accord, peut-être. Et puis, des réflexions des différents protagonistes capillaires qui donnent à réfléchir. Qui donnent à rire aussi, parfois. Et puis à rire, parce qu'on en rit. Moi, franchement, j'ai ri dans votre roman, parce que je me suis dit, il y a des trucs absolument extraordinaires. Quand les cheveux se parlent entre eux de « j'ai été déraciné », ou alors « on m'a rasé », ou alors tout un discours sur les chauves et les rasés. Absolument, absolument. Au début, j'aimais bien les chauves, mais pas les rasés. Mais je me suis rendu compte, parce que c'était ces tortionnaires. Absolument, tout à fait. Voilà, absolument. Ils l'ont éjecté. Alors, tout d'un coup, il dit, parce que c'était deux hommes de ménage qui étaient chauves, qui l'ont sorti d'une belle boutique qui s'appelle Les Saisons. Exactement. Et aussi au début, la réflexion sur, c'est-à-dire l'explication psychanalytique qu'on donne à
au fait que ce soit des chauves qui les aient chassés. C'est-à-dire, il dit, ils sont chauves, ils ont un manque quelque part, ils ont un manque capillaire, et ils se vengent des cheveux parce qu'ils n'ont pas de cheveux eux-mêmes. Voilà, donc une tentative. Alors que le rasier, c'est pas pareil. Bon, il a décidé, de toute façon, il nous a pas tués jusqu'à la racine. Absolument, voilà. Et il reste la racine qui va repousser. Exactement. On va renaître. Et donc, toutes ces prétentions-là, scientifiques, psychanalytiques, pseudo-psychanalytiques, ça prête un petit peu à sourire aussi. Puis, il y a des jeux de mots, il y a pas mal de jeux de mots. Alors là, beaucoup de jeux de mots, voilà. Et puis, alors, ce qui est intéressant, et heureusement que vous en avez l'introduction, parce que malheureusement, je ne comprends pas la mazère, je ne comprends pas le capitale, c'est que vous avez pris, évidemment, pour dénommer certains de vos personnages ou des populations, avec ce qui était le menton, Absolument. ce qui était le cheveu, ce qui était je dirais les racines, etc. et tout ça, à part Frisette. Frisette, c'est en français parce que, bon, déjà le personnage, la propriétaire, frivole et frimeuse surtout. Oui, c'est une gosse de riche, Louisa est une gosse de riche, etc. Donc, il s'exprime en français, on aime bien donner comme ça un autre prénom. Absolument, tout à fait. Je connais malheureusement la musique, alors que de très beaux prénoms comme Fatma Zahra, on dit ah bah non, c'est pas l'autre. Absolument, la jeune fille prend un autre prénom qui se rapprocherait beaucoup plus d'un côté occidental. Qui fait aussi, absolument, c'est la mode, c'est une mentalité, c'est une façon de réfléchir. Voilà. Alors, il y a ça, parce que, si je parle de ça, c'est parce qu'il y a aussi les personnages capillaires, bon, ça, vous n'en parlez pas beaucoup, de la barbe. Absolument. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes habitants. C'est les Tamartis. Ça, on les appelle les Tamartis. C'est les habitants de Tamart. Tamart veut dire montant en kabyle. Tamart, c'est un mot qui veut dire montant et barbe en même temps en kabyle. Voilà. Tamarti, ça veut dire il s'est rasé la barbe. Voilà. Donc, on dit c'est Tamart pour la barbe, pour être plus précise. Mais bon, c'est à peu près le même mot. Et donc, bien sûr, si j'avais utilisé le nom Tamart, si je parlais du village de Tamart sans expliquer que Tamart veut dire montant, ah ben non, moi j'aurais pas compris. Les lecteurs ne comprendraient pas, par les kabylophones, bien sûr. Mais les autres ne comprendraient pas. Non, vous avez très bien fait de mettre. Ah oui, c'était important pour la compréhension du texte. Bien sûr. Et puis les méchants, là, les hirsutistes. Les hirsutes. Les hirsutes. Vous voulez parler des hirsutes, les barbus, ceux que fréquentait Outoudar à un certain moment. Absolument. Il commence à porter une djellaba et il devient hirsute. Il côtoie lui-même les hirsutes. Et bien sûr, vous l'aurez compris, les hirsutes, c'est un clin d'œil aux fanatiques religieux. Absolument, tout à fait. Voilà. Non, il y a des choses qui me rappellent dans votre roman qui me font tellement rire, parce que ce sont des réflexes. Par exemple, à un moment donné, quand il rencontre, qui est aussi un mot d'origine kabyle, Anzad. Anzad veut dire cheveux, tout simplement. Ça veut dire tout simplement cheveux. Kabyle, mais au moins, il a un nom. Alors que pauvre cheveux, il n'y a pas, ça n'a pas de nom. Voilà, il n'avait pas de nom. Il dit les cheveux, à l'origine, ils ne s'encombrent pas forcément de nom. Parce que, en fait, les cheveux, les humains, c'est eux qui aiment donner des noms. Oui. Et ils raisonnent en termes de masse capillaire plutôt qu'aux cheveux. Ils ne s'intéressent pas aux individus, si vous voulez, aux cheveux. Et donc, on commence à l'appeler pauvre cheveux au moment où il tombe dans la soupe, parce qu'il tombe dans la soupe d'une dame très élégante, une parisienne en fait, et elle commence à s'exclamer, quand elle voit le cheveu tomber dans sa soupe, elle commence à s'exclamer dans son accent parisien, etc. Et les cheveux veulent frimer, ses camarades les Irfois, ils veulent frimer eux aussi, ils veulent montrer que eux aussi, ils maîtrisent la langue de Molière. En fait, il ne connaît pas Molière pour cheveux, donc il dit la langue comment on dit déjà, la langue de cette dame, en fait, parce qu'il sait pas dire la langue de Molière. Il se gourre complètement quand on lui fait des discours. Quand Zad ou Monsieur lui fait un discours, etc. Même Frisette, il
il se trompe de mots. Absolument. C'est pour ça qu'il dit tout le temps. Bon, il dit, absolument. Je crois que ça veut dire ça. Bon, absolument. Bon, c'est un mot. Voilà. Bon. Et donc je disais que c'était justement à ce moment-là, c'est quand ils essaient de frimer, de montrer qu'eux aussi ils savent parler français, ils peuvent parler français, qu'ils commencent à l'appeler Pauvre Cheveux. Et le nom Pauvre Cheveux, ou le surnom, enfin, qui devient nom, commence à partir de ce moment-là. C'est au moment où il tombe dans la soupe qu'on commence à l'appeler Pauvre Cheveux. Puis il rencontre Anzad, et Anzad a un prénom qui lui semble un petit peu ringard. Anzad, bon, ça veut dire tout simplement cheveux. Et donc, quand Anzad lui demande son prénom, il dit, moi, je m'appelle Pauvre Cheveux. Et il fait attention à la prononciation. Il essaye de faire un effort. Absolument, c'est ça. Alors, ça, voilà, par exemple, votre côté vraiment très de votre écriture, c'est quand lui tombe dans la soupe, c'est que il a une réaction humaine. Il est ébouillanté, il dit je me suis recroquevillé, c'est affreux. Absolument. Je suis complètement. Mais c'est horrible qu'on ne comprend pas que je souffre, moi. Oui, mais non, mais justement, il y a deux réactions. Quand il tombe dans la soupe, il y a deux choses qui le font souffrir. Et alors, il y a la chaleur, enfin, le fait qu'il est en train de brûler, il est ébouillanté, comme vous dites. Donc ça le fait souffrir, c'est une souffrance physique, j'allais dire. Mais ce qui le fait souffrir encore plus, c'est le regard que tout le monde avait lancé sur lui. Voilà, tout le monde était dégoûté. Ah mon Dieu, un cheveu, c'est pas possible. Il dit, tout à coup, tout autour de moi semblait murmurer, ah c'est pas vrai, un cheveu avec tellement de dégoût que je me suis sentie tout honteux d'être un cheveu justement. Et ça, il ne le supporte pas. Ça lui fait encore plus mal que la douleur physique. Que la douleur physique, enfin physique entre guillemets. Voilà. C'est ça qui est formidable dans votre roman, c'est qu'ils ont quand même des sentiments et des réactions physiques, je les humanise qui sont complètement humaines. Hein. Je les humanise. Ils ont honte, ils ont de la peine. Ils quand sont Frisette contents les parfois. Repart pour rejoindre Louisa dans un truc complètement fou parce qu'elle essaie de s'accrocher à la voiture. Absolument. Heureusement que son compagnon et amant va lui chercher un cadeau, donc elle en profite juste pour se glisser à la voiture. Tout à fait, voilà. Il y a l'histoire d'Anzad, absolument extraordinaire, comment il voyage dans une chaussure où il est complètement écrasé et par les pieds de celle qui porte de la dame qui porte la chaussure. Et il arrive à voyager de l'Algérie en France, comme ça, dans une chaussure. C'est clandestin. Absolument, voilà. C'est un harag. C'est un harag, voilà. À son corps défendant. À son corps défendant. Il dit, bon, je me suis retrouvé dans la chaussure. Bon, donc j'ai suivi, je me suis retrouvé en France, me voilà. Voilà, c'est exactement. Donc des histoires un petit peu complètement délirantes. Rocambolesques, comme vous disiez tout à l'heure. Oui, il se trouve dans cette boutique, des saisons, boutique de luxe, où ils sont dans une volupté parce qu'il y a des chemisiers en soie, il y a de belles robes, etc. Et tout ça. Alors, ils vivent une vie de patachon, c'est l'Éden pour eux. Mais ils doivent se cacher. Par contre, ils doivent vivre cachés. C'est ça le revers de la médaille. C'est la serpillière, c'est l'aspirateur. Absolument. Et le plus grand ennemi, c'est le Karcher. Absolument. Le Karcher, qui est une allusion aussi. C'est carrément voilà, c'est évident. On s'est acquis. On s'est acquis, tout à fait. Voilà. C'est presque le... Et alors ça c'était pour moi le pompon dans votre roman, c'est quand Anzad, quand il rencontre pour la première fois Pauvre Cheveux, et qui lui dit, parce qu'au début, Pauvre Cheveux, il le méprise un peu. Absolument, oui. Qu'est-ce que c'est que ce ringard il traîne ici, un errant, c'est un clochard. C'était un clochard, il donnait l'impression d'être un clochard. Et puis, il lui raconte sa vie, et puis là, d'un coup, il découvre un autre personnage. Et puis, à un moment donné, il dit, j'ai même fait de la prison. Là, il devient intéressant, absolument. J'ai même fait de la prison. Tu dis, quoi, tu as fait de la prison? Mais comment? Alors là, on part complètement sur un autre sujet. Un autre délire. C'est le voile, ensuite c'est les perruques, les postiches. Absolument. Et il dit, on était enfermés, tu ne peux pas savoir, on était dans le noir, on ne pouvait pas bouger. Heureusement que la fille qui portait le voile avait une petite boucle, une choucha. Voilà, c'est-à-dire qu'elle le portait aéré, comme il dit. Et donc moi je pouvais enfin m'aérer. Moi j'étais un libre, tandis que mes pauvres compagnons... Il habite au nord, lui.
Et le nord est assez... Voilà, il dit, j'habitais dans une localité située au nord qui est Chouchataou, c'est-à-dire que la frange n'était pas voilée. Voilà. Mais vous avez trouvé toute cette histoire? Avec un petit peu d'imagination, voilà. Ah oui, non, mais c'est beaucoup plus que de l'imagination, c'est extraordinaire, vraiment. C'est un grain de folie, peut-être. Ah, c'est un véritable grain de folie parce que... je ne peux pas le classer, votre roman, très franchement. Dieu sait si je lis vous beaucoup. En avez lu des romans, et je suis tombé sur votre roman en me disant, tiens, bon, au départ, je me suis dit, bon, pauvres cheveux, bon... Qu'est-ce que ça peut bien être? Moi, je pensais, très franchement, que c'était un roman qui allait parler sur, bon... Féminin, le voile, féministe, etc. Féminin, féministe, voilà. Quand j'ai commencé à lire les premières pages, je me suis dit, mais où va-t-on? Parce que quand même, il y a un double parcours. Il y a vos personnages capillaires, et puis il y a les vrais personnages. Absolument. Il y a une histoire et il y a une double histoire. Il y a deux histoires. Ouais. Voilà. Et ça, et autant les uns que les autres ont des destins et des parcours hors du commun quand même. C'est pas celle qui fait du trafic de postiches, franchement. Oui, Fouzia. Avec Fouzia. Et puis j'aime bien parce que vous contractez, alors Fouzia devient Fouza. J'ai beaucoup aimé ça parce que ça veut dire, oui, parce qu'elle se dédouble. C'est un autre personnage. Absolument. Voilà. Elle était ça, elle s'appelait Fouzia réellement, mais en fin de compte, son nom de trafiquante de perruques et de postiches et de femmes pas très recommandables, hein, c'est Fouza. Absolument. Et puis, elle change même d'apparence. Elle change de nom, en quelque sorte, et elle change d'apparence, puisqu'elle était... D'ailleurs, ça passe encore une fois par les cheveux. Quand elle était jeune, c'était une fille brune, aux cheveux longs et frisés. Le noir long et frisé. Elle ne le supportait pas. Et là, quand elle sort de sa misère, parce que quand même, elle a du mérite, même si c'est loin d'être un ange, elle a le mérite d'être ambitieuse et d'avoir du cran et de la détermination. Et donc, quand elle change de statut, de position sociale, ça passe aussi, le changement se reflète au niveau de ses cheveux aussi, puisqu'elle devient, elle tire, elle lisse ses cheveux, elle a maintenant les cheveux lisses, courts, châtains et coupés au carré. Voilà. Donc cette métamorphose des cheveux illustre un petit peu toute la transformation au niveau social, au niveau façon d'être, façon de s'habiller, façon de parler, etc., qu'elle a subi justement. Voilà. Et elle réalise ça parce que c'est une fille quand même, je viens de dire qu'elle a du mérite parce que en fait, c'est une femme qui part très désavantagée dans la vie. C'est loin d'être une privilégiée. Elle vient d'un truc qui s'appelle Pau Village. Un Pau Village qui n'est autre chose qu'un bidonville en fait. Oui. Le Pau Village, c'est un bidonville. Mais comme Pauvre Cheveux ne retient pas le nom bidonville, oui, il ne comprend pas très bien. Il ne connaît pas le mot bidonville, et pour essayer de s'en rappeler, il dit récipient, la première partie, bidon, c'est un récipient, la deuxième partie c'est un endroit où on peut vivre. Donc récipient, ça doit être pot, la partie où on peut vivre, c'est village. Donc au lieu de reconstruire le mot bidonville, il reconstruit le mot Pau Village. Il obtient le mot Pau Village. Et donc, tout au long du récit, il parle du Pau Village au lieu du bidonville où a grandi Fouza. Donc, elle naît dans un bidonville, ou dans un Pau Village, c'est comme on le préfère. Et elle n'était pas très gâtée par la nature, je vais dire physiquement. C'est pas une beauté. C'est pas une beauté. Et elle ne fait pas d'études, elle ne fait pas beaucoup d'études, elle s'arrête au brevet. Et avec ça, elle réussit quand même à se elle avait quand même une rencontre qui l'a beaucoup aidée. Oui, Hadjam Saouda l'a beaucoup aidée. Et puis elle n'est pas très catholique, on va dire. Elle passe par des chemins un petit peu sinueux. Mais enfin, elle obtient ce qu'elle voulait. Surtout que vers la fin, elle sait bien où se placer. Absolument, tout à fait. Mais enfin, elle s'en sort. Elle voulait absolument s'en sortir. Elle s'en sort quand même. Voilà. Transformation également de Louisa. Qui va être, cette fille, au départ, de parents très riches, gâtés, pourris, tout ce qu'on veut, etc. En fin de compte, c'était un peu nunuche, quoi, je dirais. Et puis, ses parents font faillite, donc elle se retrouve au bas de l'échelle. Et elle aussi, elle va avoir un parcours ascendant totalement assez incroyable, je dirais, pas très joli vers la fin.
En fait, non, on n'a pas grand-chose à reprocher à Louisa dans le roman. C'est-à-dire sur le plan moral, sur le plan, on n'a pas grand-chose à reprocher. Bon, elle entame une carrière de top modèle. Oui. D'ailleurs, ça ne plaisait pas beaucoup à son fiancé qui va finir assassiné. Qui est le frère d'une de ses meilleures amies. Absolument. Non, qui est le frère d'une autre. Parce que Louisa était la copine d'Outudert à un certain moment. Et Taous aussi était la copine d'Outudert. Mais c'était pas l'ami de Louisa. Taous n'était pas l'ami de Louisa. Mais ce qu'elles avaient en commun, c'est qu'elles ont toutes les deux été les copines d'Outudert. Oui. Voilà. Et le frère de Taous est le fiancé de Louisa à un certain moment. Voilà, Qada. Voilà. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu mal vu, ce métier de top modèle, mais enfin, elle ne faisait pas quelque chose de bon. Puis, elle devient un petit peu salonarde à un certain moment. Salonarde, etc. Mais elle n'est pas malhonnête, elle ne fait rien de malhonnête. Et même, elle fait preuve de courage. Vers la fin du roman, on découvre qu'elle a fait preuve de courage quand elle essaye d'enquêter sur la mort de Qada, puisqu'on essaie de... C'est quelqu'un qu'on retrouve, qui est assassiné. C'est un policier honnête. Absolument. Qui cherche à savoir plus avant, il mène une enquête plus poussée concernant justement ce trafic de postiches, de perruques, et puis avec des gens qui sont quand même assez louches, voilà, avec quelqu'un qui est un petit politicard qui essaie de monter les échelons par tous les moyens possibles et imaginables. Voilà. Hein, c'est pas très joli tout ça. Voilà. Il dit, et puis malheureusement, sa sœur, parce que c'est le frère de Taous, sa sœur Taous est mêlée naïvement, bêtement, voilà. C'est Fouza justement qui l'entraîne dans ce trafic de perruques-là, et quand il le découvre, il veut absolument, parce qu'il retrouve sa sœur dans un poste de police, dans un commissariat, et il a du mal à digérer ça, parce que chez une famille honnête, une jeune fille n'a rien à faire dans un commissariat, c'est pas... Voilà, et donc, il ne digère pas ça et il jure de se venger. Il jure donc de relancer le procès, donc l'enquête et le procès sur le trafic de perruques afin d'incriminer Fouzia, qui a donc impliqué sa sœur, et forcément le maire qui était son complice, qui était le complice de Fouzia. Il se trouve que ce politicard-là, comme vous l'appelez, ce maire-là, qui voulait devenir député, était très influent. Et donc, il s'arrange pour assassiner en silence, en douce. Suicider, disons. Voilà. C'est-à-dire qu'il assassine, mais il déguise ça en suicide. Et Louisa, elle essaie justement, elle n'est pas convaincue. Elle sait très bien que ce n'était pas un suicide. Et elle essaie, au moment, elle fait preuve de beaucoup de courage, puisqu'elle essaie de faire éclater la vérité. Ouais. De montrer que ce n'était pas un suicide. Via la presse, un médecin légiste et tout ça. Bon, elle reçoit des menaces. Elle se fait intimider à son tour. Et donc, elle finit par baisser les bras. Et elle part en France. Elle s'exile. Tout à fait. Et une autre vie l'attend. Absolument. Qu'on laisse aux futures lectrices et lecteurs. On ne rentre pas dans les détails parce que j'aime bien laisser un petit peu comme ça une sorte de brume vaporeuse sur les finesses du roman et les contours de votre roman, parce que sinon il perdrait toute sa saveur. Alors, la fin est terrible, je n'en dirai même pas plus qu'un mot, parce que la fin est assez terrible, et c'est seulement à la fin qu'on comprend qui a écrit ce roman. Ce n'est pas Linda Schuiten, bien évidemment. Mais non, c'est pas vous qui avez écrit le roman. Voilà. Vous avez trouvé les feuilles éparses écrites par le vrai romancier. Ce n'est même pas moi qui les ai trouvées, c'est Jean-Yves et Michel Chauve qui trouvent le manuscrit. Qui ont trouvé le manuscrit. Un vieux cahier. Et que vous avez volé un soir à ces deux chauves-là. À ces deux chauves-là, et parce que c'est des méchants, les chauves. Voilà, tout à fait. Et donc, vous avez décidé de mettre votre nom et de faire éditer. Oh mon Dieu, j'espère que les spectateurs ne vont pas vous croire. Non, écoutez, moi aussi je mène mon enquête. Oui, bon, d'accord. J'espère que je ne finirai pas suicido d'un phare. En tout cas, encore une fois,
un roman qu'il ne faut absolument pas lire en se disant tiens, je vais essayer de trouver une sorte de logique narrative dans votre roman. Elle existe, hein, mais de façon totalement différente. Mais c'est un roman qui est hors norme, hein, pour moi, et qui vaut absolument, et je le dis, et je m'adresse là à ceux qui nous regardent, qui est pour moi un des romans les plus originaux, vraiment, qui a été écrit, même, je vais pousser le bouchon plus loin, ces dernières décennies en Algérie. Vraiment. Ah bah, merci. Cette dernière merci décennie. beaucoup. Très, très franchement, il m'est rare de dire ça parce que je me suis dit, ah, enfin quelque chose qui n'est pas soit je raconte une partie de ma vie, soit je raconte une histoire, mais sans y mettre beaucoup d'imaginaire. Votre roman, c'est comme si, à un moment donné, bon, ça n'a aucune comparaison, hein, mais c'est comme si je lisais un roman comme À travers le miroir de Lewis Carroll ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, oui, c'est un peu le même genre. Oui. C'est l'absurde. Ouvrons quelque chose qui est totalement nouveau. Pourquoi ne pas aller vers ce genre de narration? Pourquoi rester sur une description de la réalité? C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure, Linda Schwitten, de ce qu'on appelle... Bon, il y a de très beaux romans réalistes. Hein. Oui, bien sûr. Zola est un romancier. Zola, Balzac, Hugo, voilà. Hein, oui, bien sûr. Ou même chez nous. Hein, ou même chez nous, de très beaux bien romans sûr. réalistes. Mais c'est ça l'originalité, c'est qu'on trouve très peu de romancières ou de romanciers qui veulent emprunter ce chemin. Est-ce que c'est parce que on se dit le public aurait du mal à suivre ce type de roman? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, franchement, je voudrais dire quand même deux ou trois choses avant de... Dites-les vite parce que justement on est vers la fin de la mission. Mais vite, tout doucement. Hein. Non, je voulais juste dire d'abord qu'il y avait quand même une logique narrative dans le roman. Oui. Ah oui, il y avait... Voilà, c'est-à-dire que c'est vrai, une fois qu'on s'est rendu compte que c'est des cheveux, on a accepté l'idée que c'est des cheveux qui parlent et que c'est des cheveux qui sont humanisés, qui ont des sentiments, qui sont dotés de paroles, etc. Le reste se tient. C'est-à-dire qu'il y a quand même une intrigue. Ah non, attention. Voilà, oui. Non, c'est pas ce que je voulais dire, c'est quand même tout d'un coup décider que dans son roman, les personnages principaux seraient des cheveux. Voilà, c'est ça qui est c'est pas étonnant. Évident. C'est vrai, là, on est d'accord, bien sûr. On voit bien que vous avez travaillé la question, c'est-à-dire dans le sens où c'est pas juste j'ai trouvé l'idée, tiens, originale, comme ça. Quoi mes personnages principaux seraient des cheveux, l'un venant d'une belle chevelure brune, de celle de Taous, l'autre d'une belle chevelure rousse ou blonde, frisette, ou l'autre qui est incroyable, qui est tombé dans un livre. Hein. C'est pour ça qu'il est c'est le monsieur, ça c'est le monsieur. Voilà, c'est le monsieur. Bon, comme il est tombé dans un livre, eh ben, il devient savant. Voilà. Et justement, ça m'amène à parler du deuxième point que je voulais évoquer. C'était, vous l'avez comparé au livre de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles, tout ça. C'est plus à travers le miroir. Hein. À travers le miroir, peut-être. Voilà. Parce qu'il y a quand même un côté réaliste. Il n'y a pas que le côté fantastique. Non, voilà. non. Il y a les cheveux qui font, mais quand même tout ce qu'on décrit, tout le trafic de perruques, les magouilles du politicard, le voile, tout ça, ça reflète le fanatisme malheureusement religieux. un pan de notre ça société. Existe, absolument. Donc il y a quand même le côté réel. C'est pour ça que je considérais beaucoup plus que c'est un mélange de réalisme et d'absurde ou de fantastique. C'est-à-dire que les deux sont présents, les deux se côtoient. Onirique. Mais dans le sens onirique, pas dans le sens rêve. Hein. Mais dans le sens quasi surréaliste. Oui, surréaliste, voilà. Surréaliste serait beaucoup plus adéquat. Surréaliste. Voilà, serait plus adéquat. Parce que je dirais que à un moment donné, ça tient du cadavre exquis. Que je n'ai pas lu, malheureusement. Voilà. Non, très franchement, bravo.
Ah bah merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Très, très, très beau roman. Merci. J'attends avec grand plaisir. Je ne sais si vous êtes sur une nouvelle écriture. Je suis sur un deuxième roman, mais il est complètement différent de celui-là. Complètement différent, beaucoup moins léger, plus sombre. Il y a moins de fantastique. Dites donc, il y a des moments, hein, oui, il y a des moments, c'est sombre. Oui, c'est vrai, il y a des moments. Il n'y a pas de cheveux qui parlent. C'est plus, j'allais dire, c'est moins fantastique quand même. Mais il pourrait étonner, lui aussi. Hein. Il pourrait étonner de façon complètement différente. Je n'en dirai pas plus, bien sûr, parce qu'il est bien trop tôt. Je ne sais pas si je le terminerai dans une année, parce que voilà, ça prendra du temps, avec toutes les obligations professionnelles qu'il y a. Bon, le plus tôt sera le mieux, c'est sûr, mais bon, on verra bien. On verra quand. Comment ça se fait que vous êtes passé comme ça de l'essai à l'écriture romance? Oh, en fait, je ne suis pas passée de l'essai à l'écriture. L'écriture de la fiction, l'écriture créative a commencé bien avant l'essai. J'écris depuis que j'étais... Ah ben oui, depuis que j'ai 8 ans, 9 ans, j'écrivais déjà des petits textes. Mais vous avez gardé ça dans... Voilà, mais enfin, je laisse ça, après je relis, c'est pas assez bon, je laisse au beau milieu, je continue pas, je termine pas, j'entame autre chose. Et des fois, je termine, j'ai écrit 2 contes quand j'avais 16 ans, 17 ans, je les ai pas publiés. Évidemment, vous mettez tous vos anciens écrits dans le tiroir d'une coiffeuse. Oh oui, mais on a déménagé tellement longtemps, de fois que je ne suis... dans une coiffeuse, je suis sûr. Oh, oui, je ne donnerai pas beaucoup de détails là-dessus, mais enfin, on les range dans un coin assez précis. On arrive malheureusement au terme de l'émission, Linda Schuiten. Ah bah ça passe vite, ça passe vite. Quand on me dit ça, c'est que pour moi, c'est un compliment. C'était très agréable, absolument, c'est très agréable. Voilà. Linda Schuiten, le roman des pauvres cheveux, c'est paru aux éditions El Kalima, en espérant que vos 2 premiers essais, un sur Isabelle Bérard, le second sur l'autorité, puissent être réédités en Algérie par une maison d'édition algérienne. Merci 1000 fois, Linda Schuiten. C'est moi. Au plaisir de vous lire et de vous revoir sur le plateau de Expression Livre très prochainement. Je reviendrai avec plaisir. Voilà. Tout est dit. Enfin non, pas tout. L'essentiel, c'est de lire le livre. Amis téléspectatrices et téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Expression Livre. Bon, phrase habituelle, vous la connaissez, c'est l'adage. À la semaine prochaine, même jour, même heure, exactement la même punition. Bonsoir à vous, bonsoir chez vous. Merci encore d'avoir été avec nous pendant cette heure.